Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ravis de vous accueillir aujourd'hui à distance pour cette session d'information qui concerne donc notre appel à projet que nous avons lancé le 9 avril dernier dans le cadre de notre nouveau programme qui s'appelle ProBioDev. Donc on aura une session d'information aujourd'hui en français et une deuxième session en anglais demain à la même heure. Donc vous êtes très nombreux à participer aujourd'hui à cette réunion en ligne, puisqu'on a comptabilisé au total plus de 380 inscrits. Je ne sais pas combien on sera au total, mais en tout cas beaucoup de monde. Donc ça démontre d'une part l'intérêt d'un tel appel à projet pour vos organisations, mais également l'intérêt de ce type de session pour clarifier les critères et les modalités de l'appel à projet dont vous avez dû prendre connaissance et qui, j'imagine, suscite encore pas mal de questions et donc auxquelles on essaiera de répondre au mieux aujourd'hui à l'issue donc de la présentation qui vous sera faite. Et puis par ailleurs, on aura aussi la possibilité de répondre à vos questions par la suite en échangeant par mail. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais tout d'abord prendre une minute pour me présenter et puis présenter notre équipe qui travaille sur ce programme. Donc moi, je m'appelle Nicolas Salin, je suis responsable de programme coopération internationale au Comité français de l'UICN. Et donc, au sein de ce programme, nous gérons depuis près de 18 ans le programme de petites initiatives qui vise à soutenir spécifiquement les associations africaines dans des projets de protection de la nature. Et donc, depuis le début de l'année, ce nouveau programme ProBioDev dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc, je laisse la parole à Sarah et puis ensuite à Magali pour qu'elles puissent à leur tour se présenter et puis nous rappeler quelques règles du jeu concernant ce webinaire. Sarah, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Betty. Je suis chargée des missions en appui aux OSC des biodiversités actives dans les pays en développement. Et donc, je fais partie aussi du programme Coopération internationale et dans les cadres de cet appel à projet, je m'occuperai de coordonner justement la sélection, la contractualisation des projets, ainsi que les suivis sur les terrains des projets et la coordination des activités, des renforcements des capacités et des partenariats entre les organisations. Je passe la parole à Magali. Bonjour à tous, Magali Posin. Je suis chargée de mission pays en développement et biodiversité et je m'occupe donc de l'animation et du pilotage de ProBioDev. Et aujourd'hui, dans le webinaire, je vais m'occuper surtout de la médiation, donc avec conversation si vous voulez mettre des messages. Mais si vous avez des questions en lien avec l'appel à projet, l'idéal c'est que vous les posiez dans l'onglet questions et réponses. Et comme ça, vous pourrez voter pour les questions si vous partagez les mêmes questions et ça nous aidera à prioriser les questions auxquelles répondre. Super, merci Sarah, merci Magali. Et puis donc on va commencer, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc tu peux passer à la diapo suivante avec l'ordre du jour. Donc on a prévu à l'ordre du jour un premier point de présentation générale du programme. Ensuite, Sarah vous détaillera les critères d'éligibilité et de sélection de l'appel à projet et puis reviendra sur les modalités pour répondre à l'appel à projet. On vous dira un mot également du processus de sélection et comment vont se passer la sélection va se passer la sélection des projets, un rappel du calendrier, et puis ensuite on vous laissera la possibilité voilà, de poser des questions dans le Q&R, et puis Magali fera remonter les questions qui semblent les plus intéressantes ou celles qui suscitent le plus d'intérêt pour nous les adresser. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Donc ProBioDev, c'est donc le programme, donc c'est l'acronyme du programme d'appui aux OSC de biodiversité active dans les pays en développement. Il s'agit donc d'un programme que nous lançons cette année et qui est donc piloté et géré par le Comité français de l'UICN grâce au soutien financier d'une coalition de bailleurs que nous tenons donc à remercier particulièrement et qui sont donc les bailleurs que vous avez vus sur la première diapo, mais que je vais rappeler. Il s'agit de l'Agence française de développement, de l'Office français de la biodiversité, de la Fondation de France ainsi que la Fondation Montano abritée, de la Fondation Aegis, la Fondation Audemars Piguet pour les arbres et enfin la Maison du Monde Foundation.
Donc, il s'agit d'un premier programme de 3 ans qui a pour objectif global d'améliorer l'état de la biodiversité dans les pays en développement à travers l'action de la société civile, en agissant principalement sur 2 volets. Le développement et le soutien des partenariats d'organisations de la société civile française et locale pour la mise en œuvre et la gestion de projets de protection de la biodiversité. Et puis, les OSC soutenus à travers le dispositif de financement bénéficieront également d'un accompagnement organisationnel et technique, ainsi que d'un renforcement de leur partenariat. Donc cette approche, elle vise à accroître les capacités d'action des OSC de biodiversité pour répondre aux enjeux, à la fois les enjeux locaux, mais également mondiaux, tout en ciblant les objectifs qui sont définis dans le cadre mondial de la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement durable. Donc l'approche et la philosophie du programme, c'est bien que les partenariats permettront de faciliter un apprentissage réciproque et équilibré des 2 parties pour plus d'impact collectif. Voilà pour la présentation générale. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sarah pour qu'elle nous détaille les critères de l'appel à projet. Merci Nicolas. Donc, dans les cadres du premier volet du programme ProBioDev, donc celui de développer et soutenir des partenariats d'OSC françaises et locales dans la mise en œuvre et gestion des projets des protections de la biodiversité. Donc, nous avons ouvert un appel à projet très récemment et donc maintenant, nous allons approfondir chaque critère de l'éligibilité ensemble. Donc, premièrement, à qui s'adresse cet appel à projet? Donc, nous ciblons spécifiquement les partenariats entre une organisation de la société civile, donc OSC française, et une OSC locale enregistrée dans un pays éligible à l'aide publique au développement. Et les 2 organisations doivent être existantes depuis au moins 2 ans. Donc, pour les OSC françaises, il s'agit des associations françaises loi 1901, les associations à but non lucratif régies par les droits locaux d'Alsace-Moselle, les syndicats des droits français et les fondations françaises reconnues d'utilité publique qui mettent en œuvre des actions de solidarité internationale. Et pour les OSC locales, sont éligibles les associations ou organisations non gouvernementales à but non lucratif, ayant sa propre gouvernance et constituée conformément à la législation nationale en vigueur dans un pays éligible à l'APD, indépendante des gouvernements nationaux, du secteur privé et de toute organisation internationale. Donc, il y a quelques... Pardon, la prochaine diapo. Merci. Quelques points clés en ce qui concerne l'éligibilité des OSC. Donc, tout d'abord, il faut noter que 2 antennes ou 2 bureaux dépendants de la même organisation ne sont pas éligibles pour former un partenariat parce que les 2 OSC composant les partenariats doivent être indépendantes, donc avec leur propre gouvernance. Également, les associations et les fondations redistributives qui ne sont pas engagées dans des actions sur les terrains ne sont pas éligibles en tant que porteurs ou partenaires principaux de projet. Aussi, il est envisageable d'inclure d'autres partenaires techniques secondaires dans le projet, donc avec la possibilité de certaines rétrocessions d'une partie des fonds pour l'implémentation de certaines activités du projet. Et enfin, aussi un autre point, c'est que de manière exceptionnelle, il est possible d'impliquer jusqu'à 3 OSC maximum sous certaines conditions. Donc, il est nécessaire de démontrer quand même la pertinence, la complémentarité d'expertise et des soutiens, ainsi que la cohérence avec l'objectif du projet. Et donc, c'est très important aussi de noter que le montant total alloué au projet, les budgets prévus pour les renforcements des capacités et des partenariats resteront identiques à ceux des projets impliquant seulement 2 organisations. Maintenant, concernant l'éligibilité des pays, donc nous visons tous les pays qui sont éligibles à l'aide publique au développement, conformément à la liste établie par les comités d'aide au développement de l'OCDE, donc l'Organisation des coopérations et des développements économiques. Il faut aussi préciser que nous accordons une priorité particulière aux initiatives localisées en Afrique,
qui représenteront 50% de l'enveloppe globale du financement. Et aussi, il est important de noter que vu que cette initiative est partiellement financée par des fonds publics français, l'utilisation de ces fonds lors de l'octroi de la subvention ainsi que pendant la mise en œuvre du projet sera conditionnée à l'absence des restrictions du gouvernement français. Et donc, ces restrictions peuvent varier en fonction des événements géopolitiques, mais nous sommes tenus à respecter ces conditions tout au long de l'implémentation du projet. Nous allons maintenant passer à l'éligibilité des thématiques et des activités prévues pour les projets. Donc, nous financerons des initiatives axées sur deux grandes thématiques. Premièrement, les actions de conservation de la biodiversité. Deuxièmement, les solutions fondées sur la nature qui offrent des réponses spécifiques aux défis d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. L'objectif principal est que les projets doivent répondre à au moins une des cibles du cadre mondial de la biodiversité des CAMI Montréal pour justement garantir que les projets contribuent aux objectifs mondiaux de conservation de la biodiversité. Et l'objectif secondaire est de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, cette dimension sociale est très importante pour justement assurer des résultats durables et bénéfiques pour les populations locales. Donc, ces critères doivent être respectés pour que les projets proposés soient éligibles. Maintenant, quelques exemples des activités liées à la conservation de la biodiversité. Donc, il y a l'éducation ou la sensibilisation à la protection de la nature, la création, la gestion ou la gouvernance des aires protégées et conservées, donc les AMP16, les actions de conservation des espèces menacées visant à prévenir l'extinction des espèces en danger et à restaurer les populations, la préservation, la restauration des écosystèmes et des milieux naturels, la valorisation durable des ressources naturelles et les partages équitables des bénéfices tirés de la conservation, et les actions visant à prévenir les braconnages, les trafics illégaux d'espèces et à résoudre les conflits hommes-faune. Pour ce qui concerne la deuxième grande thématique, les solutions fondées sur la nature, donc SFN, sont des actions de protection, gestion durable et restauration des écosystèmes naturels ou modifiés qui permettent de répondre aux grands défis sociétaux comme les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la réduction des risques naturels, la santé humaine, les développements socio-économiques et qui ont deux grands objectifs, garantir le bien-être humain et générer des bénéfices pour la biodiversité. Donc, dans les cadres de cet appel à projet, nous visons spécifiquement aux SFN qui répondent aux défis liés au changement climatique, mais bien sûr que d'autres défis sociétaux et secondaires peuvent être pris en compte, notamment en particulier les développements socio-économiques. Donc, pour résumer, deux composantes sont indispensables pour être éligibles dans les cadres de la thématique SFN. Donc, premièrement, les SFN doivent contribuer directement à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique pour garantir le bien-être humain. Et deuxièmement, elles doivent générer des bénéfices pour la biodiversité en mettant en œuvre des actions de préservation, de restauration ou de gestion durable des écosystèmes. Donc, cela peut inclure des initiatives comme la restauration écologique, la mise en place des infrastructures vertes ou la promotion de la gestion intégrée des écosystèmes, etc. Par exemple, restaurer les forêts dégradées qui vont capter et stocker du CO2 va permettre d'atténuer les changements climatiques tout en offrant un cadre favorable à la faune et à la flore, mais aussi des bénéfices pour les territoires, comme par exemple des activités de loisirs ou des activités génératrices de revenus. Et donc, pour faciliter l'appropriation des SFN, des solutions fondées sur la nature, les comités français de l'UICN a publié une guide sur les 8 questions clés à se poser pour mettre en œuvre justement les solutions fondées sur la nature. Et donc, si vous êtes intéressé, nous vous conseillons de consulter cette guide qui est disponible sur notre site Internet. Et donc, juste pour terminer sur l'éligibilité thématique, il est aussi important de prendre en compte que certaines activités ne seront pas éligibles au financement.
dans les cadres de cet appel à projet. Donc, cela inclut les programmes des renforcements des capacités ou des recherches scientifiques qui ne sont pas directement liées à un projet de conservation et qui se concentrent principalement sur des séminaires ou des sessions de formation. Ne seront pas éligibles aussi les projets de développement dont l'objectif principal n'est pas la préservation de la nature, les activités des microcrédits, et aussi les campagnes des plaidoyers qui ne sont pas directement liées à des actions de protection sous les terrains. Et donc, pour résumer, nous visons vraiment les projets qui mènent des actions concrètes et tangibles sous les terrains, qui ont un impact concret sur la préservation de la biodiversité et qui sont ancrés dans les actions locales. Maintenant, pour ce qui concerne l'éligibilité financière, les points importants sont les suivants. Donc, les projets, tout d'abord, pourront bénéficier des subventions comprises entre 5 000 € minimum et 250 000 € maximum. Et ces subventions représenteront au maximum 90% du budget total du projet. Les derniers 10% doivent être des contributions monétaires réelles provenant soit des OSC elles-mêmes, soit des autres partenaires financiers. Très important, ces cofinancements ne peuvent pas provenir uniquement des fonds publics français, donc l'Agence française du développement, les fonds français pour l'environnement mondial et les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, dont les ambassades de France. Et enfin, les coûts indirects sont plafonnés à 14% maximum des coûts totaux directs du projet. Et ces coûts indirects peuvent concerner les coûts de fonctionnement, les dépenses matérielles non liées au projet, les frais structurels des OSC et aussi les ressources humaines non directement affectées au projet. Et pour terminer sous les critères de l'éligibilité, la durée maximale des subventions des projets est de 24 mois. Et la date limite des dépenses éligibles est fixée au 31 juillet 2026 au plus tard. Donc, il est important de planifier les dépenses du projet en conséquence pour respecter cette date limite. Nous allons maintenant passer aux critères des sélections qui sont très importants à prendre en compte lors de l'élaboration de votre projet. Donc, tout d'abord, les premiers critères, c'est autour de l'importance de la zone d'intervention en termes de biodiversité et des menaces qui y pèsent. Cela peut impliquer aussi de comprendre l'urgence et la gravité des défis environnementaux spécifiques aux régions ciblées. Ensuite, le critère d'importance de la contribution aux enjeux de la biodiversité, qui inclut l'ampleur des changements positifs anticipés et la pertinence des actions par rapport aux défis spécifiques des biodiversités dans les zones ciblées. Il y aura aussi les critères de connaissance du terrain d'intervention et l'expertise dans les domaines techniques proposés. Ici, donc, il est important de démontrer une compréhension approfondie du contexte local et une expertise technique adéquate pour mettre en œuvre efficacement les actions du projet. Aussi, l'évaluation de la qualité, de la réciprocité et de la cohérence du partenariat entre les OSC. Donc, cette évaluation examinera la solidité du partenariat, la répartition cohérente des responsabilités et des ressources financières, et aussi la cohérence avec les objectifs partenariaux. Il y aura aussi les critères de faisabilité technique et financière du projet. Donc, il s'agit de montrer une adéquation, une cohérence entre les budgets, les plannings et les résultats attendus et une gestion réaliste des risques. L'évaluation sur la contribution au développement économique et social local qui porte sur la capacité du projet à répondre aux besoins identifiés des populations locales. Aussi l'intégration ou des organisations dans les territoires d'intervention, donc l'évaluation de la participation de tous les acteurs locaux, y compris les populations locales, ainsi que l'approbation des autorités locales dans la conception et la mise en œuvre du projet. L'évaluation et la cohérence avec les politiques nationales et les objectifs internationaux de conservation. Les cadres organisationnels et institutionnels qui doivent être adaptés pour assurer une bonne mise en œuvre du projet. L'évaluation de la durabilité des activités après les financements du ProBioDev en renforçant les capacités locales. Aussi la capacité de l'organisation à établir un cadre de suivi-évaluation.
définissant des modalités des collectes des données et d'analyse des données avec des indicateurs. Et enfin, l'intégration des enjeux du genre, de la jeunesse et du climat dans la conception et la réalisation du projet, justement pour garantir une approche inclusive et durable. Et donc, en résumé, ces critères de sélection permettront au comité de sélection d'assurer un processus transparent et méthodique qui vise à choisir les projets les plus prometteurs. Et donc maintenant, pour répondre à l'appel à projet, les demandes doivent être soumises à l'aide du formulaire type des 25 pages maximum, qui peut être téléchargé sur notre site Internet. Ce formulaire doit être rédigé sous format Word ou compatible en français ou en anglais. Il est nécessaire aussi de joindre 5 annexes obligatoires à votre dossier. Donc, les premiers annexes, c'est le document attestant du statut juridique pour chaque organisation qui forme les partenariats, leur dernier rapport d'activité, les bilans financiers des années précédentes. Le deuxième annexe, c'est le formulaire d'engagement des partenariats, qui est une page et peut être aussi téléchargé sur notre site Internet. Le troisième annexe, c'est la carte de la localisation du projet. Et l'annexe 4 et 5, en format Excel, ce sont le cadre logique, respectivement, et les budgets prévisionnels qui peuvent aussi les deux être téléchargés sur notre site Internet. Donc, pour faciliter les processus de sélection, il faut nommer les dossiers avec les noms du pays, le nom de l'OSC porteuse et le nom du partenaire principal. Il faut numéroter les pages et mettre en page les dossiers. Et enfin, il faut envoyer par mail 2 pièces jointes distinctes. Donc, ça sera les formulaires remplis. Et la deuxième pièce jointe sera un dossier compressé avec tous les annexes regroupées. Et donc, la date limite de soumission des dossiers complets, elle est 26 mai 2024 à 23h59. L'adresse d'envoi est probiodev@uicn.fr. Et toutes les questions des clarifications peuvent être envoyées par courrier au plus tard les 21 mai 2024. Très important, les dossiers incomplets ou reçus après la date limite ne seront pas pris en considération. Et ensuite, juste brièvement, pour ce qui concerne les processus de sélection, les dossiers complets seront examinés par un comité de sélection composé d'experts du secteur associatif, public, de la recherche, des représentants d'OSC et des bailleurs de fonds. Environ 10 projets seront sélectionnés en juin 2024 et la décision finale sur l'octroi de la subvention sera communiquée par mail aux candidats retenus au plus tard le 2 juillet 2024. Et donc, très important, seuls les dossiers complets et remplis en conformité avec les modèles seront pris en compte et les projets non éligibles ne seront pas examinés par les comités de sélection. Et juste pour faire un petit point, nous, en tant que comité français de l'UICN, nous sommes en charge de vérifier l'éligibilité des dossiers, mais il reviendra au comité de sélection composé d'experts externes d'évaluer les propositions des projets au regard de l'ensemble des critères de sélection et donc de décider de l'octroi d'un soutien financier pour ce projet. Et donc, juste pour faire un récapitulatif du calendrier rapidement, donc le 9 avril, nous avons lancé l'appel à projet. Le 21 mai, c'est la date limite des demandes de clarification auprès du comité français de l'UICN par mail. Le 26 mai, c'est la date limite des soumissions des dossiers complets. En fin juin, il y aura lieu le comité de sélection des projets. Et au plus tard, le 2 juillet, les projets retenus recevront une notification de sélection par mail. Et enfin, entre juillet et août, nous prévoyons la signature des conventions de subventions et le démarrage des projets. Et voilà, je repasse la parole rapidement à Nicolas. Oui, merci Sarah.
Alors, juste avant de passer à cette partie, effectivement, il y a des questions, je vois, dans la conversation qui demandent si on peut accéder à la présentation, à l'enregistrement. Donc, effectivement, ce sera mis en ligne. Magali vous a partagé l'enregistrement, enfin, le lien enfin, sur lequel vous pourrez revoir l'enregistrement. Donc, oui, c'est bien enregistré et vous pourrez accéder à l'enregistrement. Donc, là, Sarah vous avez présenté voilà, les critères et les modalités de l'appel à projet. Pour que vous sachiez également qu'en dehors du volet de financement des partenariats et des projets, on aura aussi donc une composante ou un volet de renforcement des capacités ou de développement organisationnel, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, l'idée, c'est bien de renforcer la structuration des organisations et également de consolider les partenariats. Donc, il y aura deux volets. Ce sera le volet de renforcement des capacités individuelles des organisations qui aura pour objectif donc la montée en compétences des organisations autant sur des volets organisationnels que techniques, et puis également l'aspect de développement et de renforcement des partenariats entre organisations afin d'accentuer leur valeur ajoutée, et leur pérennité, leur durabilité. Euh, donc pour ça, il y aura une démarche spécifique qui sera réalisée tout au long de la mise en œuvre des projets par des coordinateurs qui seront spécifiquement recrutés pour accompagner les organisations. Et donc cette démarche, elle se déclinera en trois temps. Il y aura d'abord un appui des organisations au diagnostic, à la fois au niveau individuel et au niveau des partenariats. Et puis ensuite, l'appui au développement d'un plan d'action de renforcement de capacité et des partenariats sur la base donc, de ce diagnostic. Et ensuite, il y aura un aspect sur la mise en œuvre de ce plan d'action avec voilà, des moyens qui seront dédiés pour mettre en œuvre une partie du plan d'action, puisque sur une durée de 2 ans ou un petit peu plus, si on déborde, voilà, on n'aura pas forcément le temps d'appuyer toute la mise en œuvre du plan d'action, mais en tout cas une partie. Et donc voilà, tout ce volet sera déployé dans un second temps, une fois que les projets auront été sélectionnés et auront démarré, et s'étalera même jusqu'à un petit peu après la fin des financements de projets, avec donc voilà, des budgets qui seront spécifiques et qui seront ensuite précisés avec les bénéficiaires. Voilà pour ce petit focus sur le renforcement de capacité. Et je pense qu'on a fait à peu près voilà, le tour des différentes questions. C'est bien, on a tenu le timing. On avait dit 30 minutes, c'est parfait. Et donc maintenant, on a 30 minutes pour répondre à vos questions, sachant que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions déjà dans la fenêtre QR. Donc Oui, il y Magali, a je te laisse. énormément de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. En tout cas, posez vos questions vraiment plus dans la fenêtre Q&R que conversation. Et si on n'a pas le temps d'y répondre là, on le fera sur la rubrique foire aux questions de l'article où il y aura aussi l'enregistrement du webinaire. Donc, première question, on a une question sur le critère d'existence. Donc, les OSC doivent exister depuis au moins 2 ans. C'est 2 ans à partir de quand? Est-ce que c'est au moins 2 ans au départ, à la date de début du projet ou à la date de dépôt? Alors normalement, c'est la date de dépôt. Il faut que effectivement les organisations nous prouvent qu'elles ont 2 ans d'existence au moment où elles soumettent le dossier de candidature. Maintenant, entre la date de dépôt et la date de démarrage du projet, donc le 26 mai, c'est la date de dépôt, et la date de démarrage de projet, c'est tout début de l'été. Enfin, il faut qu'on commence à conventionner avec les partenariats début de l'été. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, formellement, en tout cas, c'est au moment de la soumission des dossiers. Si ça pose voilà, des problèmes et qu'on est sur 1 ou 2 mois pour avoir une reconnaissance légale au moment du démarrage, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre contact avec nous pour qu'on voit effectivement si c'est un délai qui est très court ou pas, quoi. OK. Une autre question sur est-ce que les fonds de dotation sont-ils acceptés? Alors, Les fonds de dotation? les fonds de dotation, ça dépend ce que vous appelez fonds de dotation. Nous, ce qu'on a prévu, c'est que les associations, les fondations qui sont uniquement redistributives, donc qui sont là pour financer des projets, mais pas pour mettre en œuvre des actions, ne sont pas éligibles. Donc, ça dépend un peu peut-être de vos statuts
Voilà, a priori comme ça, je dirais non, mais peut-être qu'il faut qu'on creuse. Et dans ce cas-là, je vous invite à nous envoyer un message sur l'adresse probiodev@uicn.fr et puis on regardera votre cas peut-être de manière particulière. Oui, on a eu une question sur qu'est-ce qu'une fondation ou une association redistributive. C'est une structure qui va pas mettre en place d'actions sur le terrain, qui va juste redistribuer l'argent. Donc ça, c'est pas éligible au titre Oui. de l'appel à projet. Oui. Ensuite, quelles catégories de pays qui sont inscrits à la liste du cadre de l'OCDE seront éligibles? Quelle catégorie? Tous les pays sont éligibles à l'aide publique au développement, enfin selon la liste. Tous les pays éligibles à l'aide publique au développement, pardon, sont éligibles à cet appel à projet, oui. Donc il n'y a pas de catégorie spécifique. Peut-être qu'il faut qu'on vous remette dans ce cas-là le lien de la liste des Oui. pays inscrits au cadre de Je l'OCDE. peux oui. Il y a une liste très précise, donc voilà, il faut s'y référer. Est-ce que les subventions du CEPF, elles peuvent être source de financement, de cofinancement? Oui, oui, je pense que oui. Enfin, les cofinancements qui ne sont pas acceptés, c'est plutôt les cofinancements provenant de l'État français, donc que ce soit à travers l'AFD, le FEFEM, ministère, ambassade de France. Ne peuvent pas être valorisés comme cofinancement du projet. Par contre, le CEPF est un fonds multi-bailleurs dans lequel effectivement on retrouve l'Agence française de développement, mais pas que. Et donc, à mon sens, peut-être que ça demande une vérification de notre côté, mais comme ça, je pense que voilà, les fonds du CEPF sont éligibles. Ok. Est-ce qu'un partenariat à trois entre une tête de réseau, une OSC française et une OSC locale sont éligibles? Oui, justement, bon, on a mentionné rapidement dans la présentation, mais exceptionnellement, ces genres de configuration sera accepté. Mais voilà, ce qu'on a précisé un peu, c'était de vraiment préciser dans votre proposition de projet la complémentarité entre les trois organisations. Elles doivent vraiment être démontrées. Et aussi, concernant le montant alloué au projet, sera vraiment identique aux projets qui sont portés par un partenariat de deux organisations. Voilà. Et quelle est la différence entre des partenaires techniques secondaires et une troisième OSC partenaire? Alors, des partenaires secondaires, c'est des partenaires qu'on entend comme étant impliqués dans la mise en œuvre du projet, mais pour autant qui ne font pas partie du dossier de candidature, enfin, des partenaires, des organisations qui déposent au moment du dépôt. C'est-à-dire que ce sont des partenaires associés qui peuvent bénéficier de rétrocession via le partenaire principal enfin le porteur principal, pardon, ou alors le partenaire secondaire. Donc ça peut inclure effectivement tout un tas d'autres partenaires secondaires qui peuvent d'ailleurs ne pas être des organisations de la société civile, mais qui ne seront pas en portage direct du projet qui sera soumis. Ok. Est-ce qu'il est possible de proposer un projet multi-pays? Je ne crois pas qu'on ait eu cette question-là jusque-là. Non. Alors, Ça, je dirais ça dépend. oui, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que ça implique un partenariat à 3 OSC, j'imagine, parce que ça dépend, je pense. 6 pays, du coup, j'imagine que du coup, il y aurait 2 zones d'intervention minimum. Du coup, 2 OSC locales et une OSC française. J'imagine que c'est ça la configuration qu'ils sont en train de demander. Oui, c'est vrai qu'on est obligé que l'OSC locale, ça doit être une OSC du pays dans lequel ont lieu les actions. Oui.
Du coup, en partant de ce principe-là, c'est vrai que ça implique à minima uniquement un projet sur 2 pays maximum avec 3 OSC dans le partenariat. Oui. Ouais. Il faut voir peut-être quelle est la configuration. Du coup, je vous invite à peut-être à repréciser cette question-là, parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué comme ça d'y répondre. Mm. Mais Oui. n'hésitez pas à nous renvoyer un mail peut-être pour préciser ça dans ce cas-là. Oui. Quelle est la date de début d'éligibilité des dépenses? C'est le moment de l'octroi de la subvention. Donc, on va dire que ça va être début juillet. Ça sera à ce moment-là que voilà, les dépenses commencent à être éligibles, jusqu'à maximum 24 mois. Est-ce que les agences gouvernementales peuvent être des partenaires secondaires? Oui, Oui, c'est-à-dire, normalement. ça dépend ce qu'on appelle agence gouvernementale, Oui. mais oui, pas en tant que porteur principal, ni en tant que partenaire principal, mais en tant que partenaire secondaire. Oui, il peut y avoir des collaborations. Ok. Est-ce qu'il y a le projet doit commencer à une date spécifique? Non, pas une date spécifique, mais c'est pour ça qu'on n'a pas mis des dates strictes pour commencer justement le projet, parce qu'on sait aussi que ça pourrait déjà être une initiative en cours, et du coup, la subvention que vous demandez, du coup, prendra en compte une partie, enfin, ça sera déjà à prendre en compte les dépenses en cours de cette initiative. Mais nous avons mis juste une date limite des dépenses à la fin de juillet 2026. Donc voilà notre condition, mais en termes de commencement des dépenses, vous pouvez commencer, enfin, ça sera éligible au moment de la notification de l'octroi de la subvention. Mm. Concernant l'objectif secondaire d'amélioration des conditions de vie des populations, est-ce que ça signifie qu'ils sont inclus dans le projet? Ça signifie qu'il y a au moins un objectif spécifique du projet qui doivent porter sur cet aspect-là? Non, Euh, pas forcément n- d'objectif spécifique, parce que on considère que c'est un objectif plutôt transversal. Par contre, dans le montage de projet, c'est vrai que pour ne pas l'oublier, peut-être que c'est pas mal d'en définir un, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation d'avoir un objectif spécifique qui porte sur l'amélioration des conditions de vie. C'est plutôt, encore une fois, un objectif transversal, donc à travers voilà, les activités, les résultats qui devront être atteints dans le projet, de bien inclure ce volet-là. Juste comme précision, pour les projets plus de 200 000 euros, il faudra inclure au moins un résultat concernant le développement local, le développement durable, pardon, socio-économique des populations, avec des indicateurs spécifiques. Voilà, c'était ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé dans la présentation, mais dans les règlements, c'est bien indiqué. Donc, c'est juste ça, c'est juste cette petite précision. Sinon, voilà, c'est ce que tu as bien dit, Nicolas. Voilà. Ensuite, on a une question sur le budget. Donc, le budget maximum est de 250 000 euros hors cofinancement, où ça concerne l'enveloppe maximale du projet. Et est-ce que dans le template du budget, on doit intégrer les cofinancements dans les feuilles de dépenses et de ressources? Les feuilles de dépenses et des ressources pour les cofinancements. Oui. Alors pour les cofinancements, oui, dans les ressources justement on a on a créé une feuille avec les ressources globales du projet, on va dire, et du coup il y a le montant total de la subvention demandée à ProBioDev et des montants des cofinancements pour chaque cofinanceur.
mais pas dans l'onglet dépenses. Nous demandons juste un budget provisionnel concernant la subvention que vous demandez, les montants que vous demandez pour ProBioDev, en fait, pour la subvention ProBioDev. Mais on a bien distingué la répartition budgétaire entre l'OSC porteuse et l'OSC partenaire principal. Donc, cela, il faudra le préciser. Ok. Et peut-être juste sur le budget, je crois que si je comprends la question, c'est de savoir 250 000, ça représente quoi? C'est le montant maximum de la subvention qui sera délivrée par ProBioDev, mais le budget du projet, le budget total du projet peut bien sûr être supérieur. Enfin, il faudra qu'il soit supérieur dans tous les cas, puisque ce montant de subvention ne pourra représenter que 90% du montant total. Et donc, si vous souhaitez soumettre un projet à 500 000 euros avec une contribution de ProBioDev de 250 000 euros, c'est tout à fait possible. Ensuite, sur les bilans financiers, les obligations de déclaration dans certains pays sont pas la même forme que celles en France. Est-ce qu'il faut adapter le bilan de l'OSC local au format type de compte de résultat français? Bonne Alors là, question. je ne sais pas. C'est très spécifique comme question. Il faudrait voir à quoi ressemble le bilan peut-être en question que vous considérez. Peut-être que dans le modèle que vous avez en tête, du coup, il y a peut-être les éléments qui sont suffisants pour nous, mais il faudrait nous l'envoyer en amont pour qu'on vérifie si effectivement il y a l'ensemble des informations qui nous semblent suffisantes pour pouvoir étudier justement pour nous, l'idée, hein, c'est bien d'étudier la viabilité de l'organisation et surtout de voir quelles ont été les opérations en cours lors des précédentes années. Donc, en fonction de comment c'est présenté, voilà, ça peut être suffisant ou pas. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Il faudra nous envoyer ça. On peut postuler uniquement en français et en anglais. Donc, pour Mm. les éléments comme ça, il faudrait qu'ils soient traduits en français ou en anglais. S'ils sont dans une autre langue, on ne pourra pas les Oui. étudier. Ouais. Est-ce que les OSC qui ont déjà bénéficié d'un financement de l'UICN sont automatiquement disqualifiés? Non. Non. Non, Pas du tout. pas du tout, oui. Pas du tout, et plutôt pas même. Enfin, c'est-à-dire que nous, on serait ravis de retrouver des partenaires qui ont déjà été financés par l'UICN, notamment à travers le PPI, pour postuler à cet appel à projet. Donc, non, c'est pas du tout un critère d'élimination. Nous, ce qu'on va regarder, encore une fois, c'est quelle est la source des autres cofinancements. Et dans ce cas-là, il ne faut pas que ça provienne, encore une fois, de l'État français. Mais par contre, avec plaisir pour que des anciens partenaires, enfin, qui ont été financés par l'UICN par le passé, viennent postuler. Sur les cofinancements, est-ce que c'est possible de proposer une action spécifique, par exemple solution fondée sur la nature, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet partiellement financé par des fonds publics français? Est-ce que c'est uniquement parce que en termes d'écofinancement, il faut juste que ça soit pas uniquement provenant des fonds publics français. S'il y a une partie, oui, c'est ce qu'on avait mentionné tout à l'heure, mais pas uniquement. Si je ne me trompe pas, non, Nicolas? Bah, disons que, encore une fois, si la proposition de projet met en avant des cofinancements qui ne proviennent pas de l'État français, mais pour lequel il y a un projet global dans lequel il y a l'État français qui est impliqué, oui, c'est possible. Par contre, c'est vrai que ça pose la question ensuite en termes d'évaluation des dossiers. Si par exemple le projet est déjà financé par l'Agence française de développement à travers un gros programme et que ensuite il y a une demande de financement complémentaire, effectivement, il faut que ça vienne en additionnalité à ce qui est déjà fait, d'une part, et puis il faudra bien montrer quelle est la valeur ajoutée de cette demande et de ce cofinancement par rapport à ce qui est déjà financé, partant du principe que
l'idée, c'est quand même d'appuyer des projets et des acteurs qui n'ont de base pas l'opportunité d'accéder à des financements de l'Agence française de développement. C'est plutôt, encore une fois, de venir en complément à l'offre financière existante et donc de venir répondre aux besoins des organisations qui n'ont pas accès à l'Agence française de développement. Donc oui, ça peut passer, mais il faudra quand même bien montrer quelle est l'additionnalité, la plus-value de cette demande de financement par rapport à ce qui est déjà en cours. Et est-ce que le renforcement de capacité est obligatoire entre les deux OSC ou est-ce que ça peut être aussi une coopération pour un renforcement de capacité d'autres petites OSC de biodiversité qui seraient plus régionales? Le volet renforcement de capacité pourra concerner les organisations directement porteuses ou partenaires principales. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'on pourra aussi... Alors, juste le renforcement de capacité, c'est pas obligatoire, hein. C'est-à-dire que nous, on part du principe que c'est aussi à la demande des bénéficiaires et que en fonction voilà, du souhait du partenaire ou du porteur principal de se faire accompagner sur ces volets-là, c'est possible, mais c'est pas une obligation. Et ensuite, sur la possibilité de faire bénéficier du renforcement de capacité à d'autres partenaires, j'ai envie de dire pourquoi pas si les partenaires secondaires sont impliqués dans le projet d'une manière ou d'une autre. Donc il faudra quand même montrer que ces partenaires ont une implication directe dans le projet pour pouvoir ensuite en bénéficier. Mais ça, encore une fois, ce sera vraiment au cas par cas à définir avec chaque organisation et chaque projet. Et est-ce que le CNRS peut être un partenaire financier et apporter les 10% par exemple? Oui, normalement. Oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. Ok. Euh, Alors ensuite, on a beaucoup de questions sur le fait est-ce que nous, on peut aider à avoir un partenaire français pour l'OSC local ou le contraire? Alors ça, c'est vrai, c'est une question que nous ont posé beaucoup du monde par mail déjà. Et donc, enfin, la réponse, c'est que vu que la qualité et la cohérence du partenariat entre deux organisations sont des critères fondamentaux pour la sélection des projets et que du coup, cet partenariat doit être pertinent pour les projets que vous envisagez de proposer. Nous ne pouvons pas directement vous jumeler avec une autre OSC, soit française ou soit une OSC locale. Et ni on peut vous guider dans les processus des recherches pour établir des partenariats parce que ces partenariats doivent être vraiment adaptés à vos besoins et vos objectifs spécifiques. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous guider dans cette recherche, mais par contre, voilà, on encourage la formation des partenariats complémentaires où vous pourrez démontrer la valeur ajoutée de chaque organisation. Ok, merci. Ensuite, on nous demande d'expliciter ce qu'on entend par organisation porteuse et partenaire principal, notamment en termes de responsabilité financière. Est-ce l'organisation porteuse qui est la seule redevable ou les deux organisations qui ont le même niveau de responsabilité financière? Et est-ce que la convention se fera tripartite ou alors seulement entre l'IUCN et l'organisation porteuse? Oui, ça c'est une autre bonne question. Donc, la convention se fera juste avec l'organisation porteuse. Et donc, c'est seulement elle qui sera redevable au niveau ressources financières. Mais au moment de la convention, il y aura aussi un accord des partenariats. Donc, nous fournirons un modèle d'accord des partenariats. Mais voilà, il y aura ça en annexe aussi de la convention. Et cet accord entre les deux OSC établira justement les responsabilités de chacune. Mais voilà, niveau ressources financières, ça sera que l'OSC porteuse qui sera redevable. Ok.
Et est-ce qu'il faut qu'il y ait un historique important de collaboration entre le porteur et le partenaire? Ça, c'est une bonne question aussi. Comme vous avez, enfin, dans les règlements, c'est bien indiqué que nous privilégions des partenariats assez solides. Ça ne veut pas dire que des partenariats un peu plus naissants seraient disqualifiés. Mais vu que c'est vraiment un critère de sélection, cette réciprocité des partenariats, cette complémentarité, c'est quand même assez important pour nous aussi de voir toute votre historique des collaborations, votre valeur ajoutée, et voilà, votre complémentarité, c'est quand même un bon atout. Voilà. Est-ce qu'une OSC locale peut soumettre 2 propositions avec 2 OSC françaises différentes? Oui, juste, il faut donc chaque OSC peut envoyer 2 candidatures, 2 dossiers maximum, dont un en tant que OSC porteuse et une en tant que OSC partenaire principal. Mais voilà, il faut aussi souligner que s'il y aura une pression de sélection, donc selon le nombre de dossiers éligibles, il faudra sûrement faire une priorisation entre les deux dossiers. Voilà. Et est-ce qu'il y aura une priorité qui sera accordée aux projets qui contribuent à la conservation d'une superficie importante versus d'une grande valeur biologique? Ça, c'est un critère, c'est vraiment, ça fait partie des critères des sélections et ça reviendra vraiment au comité des sélections dont des experts externes feront partie, qui détermineront selon les différents critères, justement, parce qu'il y en a 12, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, on ne peut pas faire on peut pas les classifier juste en regardant ce critère-là. Voilà. Si je peux compléter, peut-être c'est pas la superficie qu'on va regarder en priorité. C'est pas parce qu'on propose de Oui, protéger un nombre d'hectares important. C'est pas ça qui va être important pour le comité de sélection. C'est vraiment de regarder en termes d'enjeux de biodiversité. oui. Est-ce que on est par exemple face à des menaces très importantes sur une petite surface, mais pour lesquelles on aurait des espèces endémiques très menacées. Et donc ça, pour nous, ça va être enfin, pour nous, pour le comité de sélection, ça va être des critères importants à regarder. Mais voilà, c'est pas forcément en fonction de la taille que on va, les projets vont être évalués. En tout cas, c'est vraiment en termes d'enjeux spécifiques. Est-ce une organisation membre du comité français de l'UICN peut être le porteur de projet? Si c'est une OSC, si c'est une OSC française, oui, bien sûr, ou une OSC locale, il faut juste qu'elle remplisse les statuts éligibles, mais oui, bien sûr. Hem, alors est-ce que c'est bien les 2 partenaires qui doivent présenter tous les documents ou bien uniquement le porteur de projet seul? C'est le porteur de projet qui doit envoyer la demande, mais on avait mentionné quand même d'avoir de mettre en copie l'organisation partenaire principale et aussi dans les formulaires, il y a une section où on demande des détails, enfin les contacts de l'organisation partenaire, mais ça sera vraiment que l'OSC porteuse qui enverra la demande du dossier. Et puis, il y a une annexe aussi qu'il faudra remplir entre l'organisation porteuse et partenaire. Oui. Hem, ensuite, on a des questions sur pourquoi est-ce que, c'est nécessaire d'avoir une OSC française et une OSC locale? Pourquoi on en est sur ce partenariat? Euh,
Oui, c'est une bonne question. Donc, nous, en tant que comité français des lycéennes, une de nos missions inclut la promotion de la coopération internationale pour la conservation de la biodiversité. Et du coup, nous visons spécifiquement à accompagner la collaboration avec les acteurs français et les acteurs des pays éligibles à l'aide publique au développement. Et donc, si on tient compte aussi de l'ampleur géographique de cet appel à projet, et vu que c'est aussi une première phase pilote, nous voulions vraiment encourager les partenariats, des partenariats solides et cohérents entre ces deux parties. Mais voilà, dans les futurs, il est envisageable que ces critères d'éligibilité des partenariats soient réajustés dans les prochaines phases. Ok. On a une question sur est-ce que l'OSC française, pour la sélection du projet, se concerne également les grandes organisations internationales et multilatérales? Attends, pardon, tu peux répéter? Ce que je comprends de la question, c'est que est-ce qu'une OSC française, ça peut être une grande organisation internationale multilatérale? Normalement, on Normalement, n'a non. jamais eu cette question, mais Il faut que ce normalement, soit une non. OSC à statut Association Loi 1901 enregistrée en France. Donc, une organisation internationale Mm, multilatérale n'a pas ce statut-là. mm. Et est-ce que, on va prendre la dernière question, les cofinancements en provenance de l'Union européenne sont acceptés? Oui, Oui. oui, oui. OK. Je vais vous repasser la parole, je pense, pour la conclusion. Il est déjà 16 heures. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu, mais comme vous les avez posées, on va les garder et on y répondra par écrit sur la foire aux questions, donc sur l'article, la page internet de l'appel à projet. Il y a aussi beaucoup de questions qui sont très personnelles, qui considèrent uniquement votre projet ou votre proposition de dépôt. Donc n'hésitez pas à les formuler par mail à probiodev@ucn.fr et on pourra vous faire des réponses jusqu'au 21 mai. Voilà. Et je vous laisse la parole, Nicolas et Merci. Sarah, pour conclure. Merci. Tu veux conclure et puis je redire un petit mot peut-être à la fin, mais vas-y. Je pense que Magali a déjà tout dit concernant toute la partie questions-réponses. Donc, merci Magali d'avoir géré aussi toutes les questions, ou une bonne partie. Merci Nicolas aussi pour la présentation du programme et de l'équipe. Merci à vous aussi d'être venus si nombreux aujourd'hui. Voilà, nous sommes disponibles, comme aussi Magali a souligné, de répondre à toutes vos questions. On est disponible par mail. L'article sera, la foire et questions sera mis à jour. Voilà, merci à tous d'être venus aujourd'hui et à bientôt. Merci Sarah, merci à Magali et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Effectivement, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. Et je voulais juste rajouter, même si vous pensez soumettre une candidature, un dossier, une proposition, n'hésitez pas à nous en informer très en amont. Comme ça, ça nous permet de savoir un petit peu combien de dossiers on va recevoir, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'inconnu pour nous de savoir combien de propositions. Et donc, ça nous aidera beaucoup de savoir si vous avez déjà l'intention de soumettre. Comme ça, on pourra aussi organiser notre comité de sélection en fonction voilà, du nombre de candidatures reçues. Donc, c'est important pour nous que vous communiquiez sur cette adresse, encore une fois, probiodev@ucn.fr. N'hésitez pas. Voilà, et puis non, l'occasion de vous remercier encore une fois, de remercier nos partenaires financiers. Je les ai cités, mais je les recite. Donc l'Agence française de développement, l'OFB, la Fondation de France, la Fondation Aegis, la Fondation Audemars Piguet pour les arbres et Maison du Monde Foundation, avec qui voilà, on travaille de manière très, très resserrée pour faire en sorte que
ce projet, ce programme et puis cet appel à projet soit une réussite. Et puis voilà, on espère avoir plein de belles propositions à évaluer et on est très content en tout cas de cette forte dynamique qui est lancée et au plaisir du coup de continuer les échanges avec vous par la suite. Merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi, à bientôt. Merci. Merci.